quartier Eraste, campement de garnison de Trèves. Sous le faible clair de lune, un nombre important de soldats sont sortis de divers bâtiments. Ils se sont organisés en équipe avec une précision remarquable, tirant aux canons sur les barrages routiers éloignés ou portant des fusils à l'épaule alors qu'ils avançaient vers l'avenue du boulevard en escouade coordonnée. Parmi eux se trouvaient des combattants équipés de sacs à dos à vapeur et d'armes à feu massives, se positionnant stratégiquement sur des points de vue élevés et dans des endroits cachés. À l'intérieur d'un bâtiment du camp, Albus, ses cheveux semblants teints en rouge, était assis avec confiance dans un siège d'officier, les jambes croisées avec désinvolture au bord de la table devant lui. Dans son champ de vision, des têtes désincarnées pendaient par des épines ensanglantées, presque comme si elles avaient une queue allongée. Ces têtes coupées s'élançaient vers des corps sans tête vêtus de manteaux de soldats bleus ornés de fils dorés. Ils visèrent les coups vacants, insérant avec précision leurs épines tachées de sang. Craqués. Ils ont complété leur intégration, simultanément, se tournant à gauche et à droite pour s'acclimater à leurs nouveaux hôtes. Les soldats fraîchement créés récupérèrent rapidement leurs armes et chargèrent en formation ordonnée, suivant de mystérieuses directives. Albus Médici claqua sa langue et remarqua : c'est un spectacle assez évocateur. Cette nuit se transformera-t-elle en un bain de sang ? Au-delà de la multitude de clochers imposants et des bâtiments aux teintes dorées, le magicien et la justice furent alertés par le grondement lointain des canons. Un soulèvement précoce. La magicienne, vêtue d'une chemise à col blanc impeccable et d'une robe beige, regardait avec une lumière d'étoile dans les yeux, comme si elle avait aperçu à travers les voiles du monde des esprits et avait été témoin de l'agitation du camp militaire. Ses précédentes prédictions d'astromancie avaient suggéré que la catastrophe était encore loin. Cependant, lorsque Jenna a attrapé le moine cyborg et a découvert leur lien avec les hérétiques et leur travail de transport de peinture et de pinceaux, il était évident que le destin avait basculé, mettant en marche prématurément les engrenages illusoires. La catastrophe avait commencé sans préparation adéquate. Le juge, vêtu d'une robe bleu clair, a écouté le grondement des canons et a répondu d'un ton calme. Compte tenu de l'ampleur, il est clair que cela ne renversera pas le gouvernement actuel d'Inti. Cela ne peut qu'inciter à un certain degré de chaos temporaire. Pourrait-il y avoir des grèves, des manifestations, des marches, des émeutes et d'autres formes de troubles civils? Ce sont les points forts de l'ordre de la Croix de Fer et de Sang et des Carbonari. Peut-être que Gardner Martin et certains de ses associés se sont cachés pour allumer les flammes, mais il semble que leur coordination ne soit pas assez forte. Sans une collaboration efficace, ils ne peuvent pas établir de connexion. Le regard du magicien se tourna vers la région sud-est, où se trouvait le quartier de la cathédrale commémorative, le quartier du marché et le quartier du jardin botanique. Justice acquiesça et ajouta : cela signifie que nos efforts ont donné des résultats. Ils furent contraints d'accélérer leur projet. C'est impressionnant qu'ils aient accompli un tel exploit dans ces circonstances. Dès qu'elle eut fini de parler, la messagère poupée, vêtue d'une robe dorée claire, se matérialisa du vide et remit la lettre du jugement au magicien. Bonsoir, Miss Justice. Bonne journée à vous, salua joyeusement le messager. Elle était une créature misophobe, obsessionnelle compulsive du monde des esprits avec un penchant pour la beauté, et Miss Justice était l'incarnation de ses préférences. D'un autre côté, son employeur avait de nombreux défauts qu'elle trouvait intolérables. Par conséquent, elle assumait souvent elle-même des tâches supplémentaires. Ceux-ci, cependant, avaient construit un lien fort de proximité et de confiance entre eux. Magicien, elle a déplié la lettre et a rapidement scanné son contenu. Son expression a subi un changement subtil. Un monde dans un tableau. Harrod a-t-il utilisé la pièce d'or porte-bonheur et le sceau du fou sur Lumian pour avoir un vague aperçu des scènes du monde de la peinture? Aperçu partiel de l'avenue du marché. Après avoir murmuré, la magicienne se tourna vers Justice et dit : j'ai une compréhension approximative de ce que recherchent ces hérétiques et pourquoi ils utilisent la forme de l'auberge et l'essence de ces chambres. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre plus de temps. Agissons maintenant. Contrôler ou éliminer Lady Moon avant de rechercher le monde de la peinture. Le juge hocha la tête. Convenu. Elle a ensuite souri et ajouté : nous devons faire confiance à nos camarades et collaborateurs. Très bien. La magicienne fit un pas vers le cloître du Sacré-Cœur, le bas de sa robe beige flottant dans la brise. Elle leva les mains et une constellation d'étoiles resplendissantes se matérialisa autour d'elle. Il semblait à la fois lointain et dense, convergeant pour créer un ciel nocturne au-dessus des hautes terres. Les innombrables étoiles projettent leur éclat sur la surface du cloître du Sacré-Cœur. Avec un effort déterminé, la magicienne souleva le vide devant elle, comme si elle portait un lourd fardeau. Au milieu des vibrations tumultueuses mais silencieuses, le cloître du Sacré-Cœur, avec ses myriades de clochers et le sol en dessous, a été projeté dans un vide d'un noir absolu. De violents ouragans et des couches d'obscurité les ont encerclés. Presque simultanément, de brillants rayons de soleil illuminaient les bâtiments interconnectés, comme s'ils évoquaient des milliers de soleils miniatures. Ils ont résisté à l'obscurité envahissante, s'efforçant de révéler le vide caché. Le magicien et la justice disparurent, réapparaissant dans un espace qui semblait se plier et se contracter, formant une sphère sombre. À proximité, un Golden Retriever accroupi a activé l'invisibilité psychologique,
observant attentivement son environnement et maintenant le plus haut niveau de vigilance. Monde de la peinture, avenue du marché. De l'obscurité qui correspondait à la salle de Balbrise, surgirent des squelettes rouges foncés et jaunes tachés de rouille. Ils dégageaient une aura palpable de mort, et une forte odeur de rouille et de sang flottait dans l'air. Réunis, ils créaient et intensifiaient une atmosphère frénétique et violente. Cette sensation était tangible, secouant immédiatement la barrière de cristal enveloppant les ténèbres. Il a produit de nombreuses fissures avant de s'effondrer silencieusement. Témoin de cette scène horrifiante, de la femme à la robe d'eau nu blanche qui avait amené les Sansons à l'avenue du marché et dans les différentes pièces aux auras similaires à celles de Séraphine amenées, certains mots prononcés par la poupée messagère traversèrent l'esprit de Lumian. Ces vieux os. Avec une pensée rapide, il saisit le bras de Jenna avec sa main gauche et plongea sa conscience dans sa paume droite. Des cicatrices rouges vives réapparurent et une aura exceptionnellement violente, exaspérante et dominatrice jaillit de son corps, faisant trembler visiblement le ciel bleu, les nuages blancs et le soleil couchant. Même Séraphine et les autres chambres, malgré leur expérience, étaient interloqués et ne pouvaient s'empêcher de frissonner. Les deux lutins à l'extérieur étaient encore plus terrifiés, convaincus qu'une présence formidable était descendue et que le monde de la peinture était au bord de l'effondrement. Les vieux os jaunâtres, déchiquetés et incomplets craquèrent et se tournèrent, inclinant la tête à l'unisson devant Lumian. Ils se sont abstenus d'attaquer instinctivement les humains les plus proches. Lumian leva légèrement le menton et pointa sa main droite avec une détermination glaciale vers les chambres et les deux lutins. Les vieux os, vêtus d'armure en lambeaux et brandissant des armes rouillées, se sont transformés en dangereuses boules de feu incandescentes qui ont explosé vers chaque cible réelle. Les pupilles du lutin au béret bleu se dilatèrent et elle étendit brusquement sa paume dans le vide. Sa forme redevint éthérée, imprégnée d'un vide et d'une indifférence encore plus grand, comme si elle s'était cachée dans un autre royaume. Boum! La boule de feu chauffée à blanc a fusionné avec sa forme, entraînant une puissante explosion, mais elle n'a pas pu atteindre le monde fantastique lointain et nuire à sa cible. Le peintre, vêtu d'un pantalon rouge, avait subi une grave chute, avec des os fracturés et une sensation persistante de vertige. Il n'avait pas le temps de changer son état. Sa seule option était de tenter un repositionnement rapide, en utilisant la vitesse maximale qu'une séquence 8 pouvait rassembler. Pourtant, juste au moment où il se relevait, il fut frappé par une boule de feu blanche et flamboyante. Boum! Le pixie a été laissé dans un état sanglant à cause de l'explosion. Son abdomen a été déchiré, ses organes internes ont été déversés et son bras gauche a été sectionné. De graves brûlures couvraient son corps. Il a perdu connaissance, sa vie s'est envolée. La boule de feu blanche et incandescente qui s'élançait vers Séraphine et Gabriel virait soudain dans le désert, s'éloignant de plusieurs centaines de mètres des modèles humains indifférents et vides. Plus il volait loin, plus il devenait faible. Après avoir résisté pendant 100 à 200 mètres, il a finalement touché le sol et a explosé. Le facteur le plus dangereux était peut-être la femme en robe blanche dos nue, avec des cheveux noirs bouclés et un beau visage. Elle semblait sans âme alors que plusieurs boules de feu blanches et flamboyantes étaient dirigées vers elle. Cependant, les boules de feu dangereuses ont contourné les paumes levées du modèle humain et ont explosé prématurément d'une manière étrange. Certains sont même montés dans les airs et se sont transformés en feux d'artifice. C'était comme si la salle s'était imperméable aux attaques. Non loin de Séraphine, se tenait une superbe femme vêtue d'une robe rouge vif. Ses yeux étaient vides et son aura semblait quelque peu détachée. À ce moment-là, elle regarda une boule de feu blanche et flamboyante se précipiter vers elle comme un météore, restant complètement immobile. La boule de feu blanche et flamboyante est devenue de plus en plus faible. Juste au moment où il était sur le point d'entrer en collision avec sa cible, il s'éteignit complètement et redevint un squelette jaunâtre tenant une lance rouillée. Le squelette a oscillé plusieurs fois avant de se désintégrer, la sensation de flétrissement devenant plus prononcée. Dans le café en diagonale d'en face, une élégante dame rondelette en robe noire s'est matérialisée. D'une part, elle semblait avoir perdu sa vitalité et semblait inhabituellement éthérée. D'un autre côté, elle affichait une expression et un regard désireux. Elle ouvrit la bouche alors que la boule de feu blanche incandescente approchait et leva les mains, serrant un couteau et une fourchette en argent. Avec un whoosh, elle a coupé la boule de feu blanche flamboyante en deux. Un vortex illusoire rempli de fantômes accros s'est formé dans sa bouche, dévorant une partie de la boule de feu, neutralisant la menace. Boum! La plupart des boules de feu ont perdu leur trajectoire et ont dévié, brisant la vitre du café et renversant les tables, les chaises et les murs extérieurs à proximité. À côté de l'obscurité de la salle de Balbrise, Lumian regardait les vieux os se transformer en boules de feu blanches flamboyantes, attaquant les différentes pièces et les deux lutins. Il n'a pas attendu de voir le résultat final ni de saisir l'occasion de lancer une attaque surprise. Il attrapa le bras de Jenna, lui donna un coup de pied droit et se précipita vers l'emplacement d'origine de la salle de Balbrise, là où les vieux os avaient émergé.